Bon, Nadia Gertz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Comité Laïcité République pour parler de votre livre qui s'appelle Et toujours ce fichu voile. Alors, et toujours, cela veut dire qu'il y a eu des choses précédemment et effectivement, il y a eu une première édition de votre livre en 2011, si ma mémoire est bonne. Et là, vous republiez une seconde édition fortement remaniée avec une préface de Madame Forest qui complète en fait, je veux dire, la force en fait de la présentation et de la démonstration. Alors, ma question est, entre 2011 et 2021, il y a eu 10 années. Quels sont, au cours de ces 10 années, les éléments qui vous ont amené à sentir la nécessité d'une nouvelle publication? Mais alors, en fait, pour être complète, pour répondre à votre question, je devrais même retourner un peu plus en arrière, en fait. Parce que avant cette première version de mon livre, donc Fichu voile, hein, l'édition de 2011 s'intitulait Fichu voile, mais Oui, avant ça, j'avais déjà écrit un premier livre qui s'appelait L'école à l'épreuve du voile. Et là, on est en 2006, en fait. Et donc, en 2006, en fait, en Belgique, la question du voile, elle se pose uniquement dans le domaine de l'école. Et donc, j'écris un premier livre sur la question du voile à l'école. Et puis, ce qui m'amène en 2011 à écrire Fichu voile, c'est le fait que la question ne se limite plus au cadre scolaire. Et donc, dans l'école à l'épreuve du voile, j'avais décidé volontairement de ne pas considérer l'hypothèse selon laquelle le voile pourrait être quelque chose de politique. Je disais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est à la fois un symbole religieux, oui, et un symbole sexiste, oui. puisque c'est une obligation qui est faite aux femmes et aux femmes seules. Et je disais délibérément, donc en 2006, je laisse de côté l'hypothèse selon laquelle ça pourrait aussi être quelque chose de politique, parce que je n'en ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments suffisants, enfin, je n'aime pas faire de procès d'intention, etc. Et en 2011, j'évolue un peu en me disant, mais en fait, finalement, c'est évident que ça a une dimension politique. Parce que ce voile commence à pénétrer toute une série de sphères. C'est le Parlement bruxellois à l'époque. Hein, la Belgique est quand même le premier pays à avoir le grand privilège d'avoir accueilli la première parlementaire européenne voilée. Oui. On s'en est réjoui partout dans le monde en disant quel beau progrès. Et donc là, à ce moment-là, je me pose des questions. Donc en 2011, je me dis, il y a quand même quelque chose de politique dans ce voile qui est porté dans une enceinte parlementaire au sein d'un parti qui n'est pas un parti islamique. Et en fait, cette deuxième version de Fichu voile donc, que je publie cette année est la confirmation du caractère politique du voile. C'est-à-dire qu'en fait, ces 10 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, on a vu des femmes voilées revendiquer le droit d'officier, je dirais, avec leur voile dans toute une série de sphères. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme si aucune sphère n'était épargnée, que ce soit la sphère du sport, la sphère du politique, la sphère des mouvements de jeunesse, la sphère des représentations d'étudiants, la sphère de l'enseignement supérieur, etc. Donc partout, 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 on a aujourd'hui des activistes qui militent pour le droit de porter leur voile au nom de la liberté individuelle. Et parallèlement à ça, il y a aussi un phénomène qui, moi, me semble totalement, quasiment inexplicable, qui est une banalisation, en fait. C'est-à-dire que, à mes yeux, plus il devient flagrant que c'est quelque chose de politique, plus le déni se répand au profit d'un discours qui est de l'ordre de la défense des libertés individuelles, du libre choix, du fait que c'est un bout de tissu sans importance, etc. Et donc c'est ça que j'ai voulu vraiment réaffirmer, c'est cette évidence à mes yeux qu'il y a là vraiment une entreprise de pénétration du religieux dans toutes les sphères de la société, avec le voile comme instrument de pénétration, si je puis dire. Oui. Alors, ça, effectivement, c'est une chose qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est que vous balayez d'une façon très large
les différents secteurs, alors les différents secteurs de l'éducation, bien entendu, de l'école primaire jusqu'à l'université, mais vous allez un petit peu plus loin en parlant de ce qui peut se passer dans d'autres secteurs, alors dans d'autres secteurs comme le Parlement, comme les institutions européennes, etc., etc. Donc, et vous vous arrêtez là, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous arrêtez pour l'instant à ce qui constitue, disons, la sphère administrative, la sphère du service public au sens large du terme. Est-ce que vous avez également travaillé sur des problèmes qui apparaissent dans le secteur privé, c'est-à-dire le voile en entreprise, les demandes de traitement particulier, je pense aux cantines séparées, je pense aux heures de prière, aux salles de prière, etc. Alors, je n'y ai pas travaillé spécifiquement parce que c'est moins, comment dire, ma spécialité, si je puis dire. Enfin, moi, le prisme qui m'intéresse le plus, c'est le prisme de la laïcité. Je veux dire, enfin, ce que je fais depuis une vingtaine d'années, c'est défendre et promouvoir, puisqu'en Belgique, on n'est pas un État laïque. Hein, donc ma volonté, c'est vraiment de faire entrer le principe de laïcité dans la Constitution belge. Et donc, la laïcité, bah, c'est pas à des Français que je dois l'apprendre. Elle porte théoriquement, en tout cas, uniquement sur la sphère de l'État, évidemment. C'est l'État qui est laïque. Donc, les entreprises privées n'ont pas nécessairement à adhérer au principe de laïcité, puisque par définition, elles sont privées. Mon point de vue, si vous voulez, c'est que les entreprises privées doivent rester libres de fixer les règles. Et donc, ces règles peuvent être des règles d'adhésion à un principe de laïcité dans l'intérêt, je dirais, de la coexistence pacifique des travailleurs et des relations avec les usagers ou les employés, enfin, ou les clients, tout comme une entreprise pourrait tout à fait aussi se dire, ben voilà, moi je promeux une vision beaucoup plus multiculturaliste, les gens doivent pouvoir arriver comme ils veulent, etc. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Disons que mon discours n'est pas un discours qui veut imposer à toutes les sphères de la société des principes d'organisation laïque. Mais je suis personnellement convaincue que la prééminence du religieux a des effets délétères sur la coexistence pacifique. Et donc, pour rejoindre ce que vous dites, je pense que dans certains lieux, y compris professionnels, il est tout à fait légitime, à un moment donné, pour un employeur de dire si je veux apaiser les tensions, il faut que je signifie aux religieux qu'il n'a pas à s'imposer à tous dans le cadre du travail. Donc, ça ne me gêne pas si un employeur décide à un moment donné de dire non, désolé, plus de signes religieux, plus d'organisation différenciée des menus, pas de salle de prière, etc. Je trouve que c'est parfaitement légitime de le faire de la part d'un employeur, mais je ne m'autoriserai pas non plus à lui dire vous devez pratiquer comme ça parce que ce n'est pas la sphère de l'État. Alors, je vous remercie pour ces commentaires sur en fait, le fond de votre année. Moi, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de vous, puisque récemment, comme un certain nombre de nos amis du Comité Laïcité République, après la publication d'un texte où vous parliez de l'affaire Samuel Paty, vous avez été littéralement agressé. Hein, je crois que le terme n'est pas très fort. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots rapidement ? Oui, alors rapidement, je vais essayer de résumer, même si c'est une affaire compliquée. Alors, au départ, ce n'est même pas un texte que j'ai publié, c'est simplement une prise de position sur la page Facebook gérée par le conseil étudiant de mon école. Donc, si vous voulez, c'est un syndicat étudiant qui gère une page Facebook. Et j'ai simplement publié le 17 octobre, donc le lendemain de la décapitation de Samuel Paty, un simple hashtag « Je suis Samuel Paty ». Et ce simple hashtag a généré toute une série de commentaires insultants, calomnieux, voire menaçants à mon égard. Et ça s'est passé, je dirais, sans que la réaction des gestionnaires de la page soit une réaction claire de soutien à mon égard, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que le conseil étudiant qui gère cette page, en fait, m'a traité de la même manière que mes agresseurs. C'est-à-dire qu'ils ont décidé à un moment donné que pour mettre fin au conflit,
la manière la plus intelligente, neutre, je ne sais pas quel mot je dois utiliser, c'était de nous bloquer tous. Donc les 3 agresseurs et moi, nous avons été exclus de ce groupe au prétexte que nous nuisions à la sérénité des échanges. Donc quelque chose de totalement énorme en fait, hein, là où moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un mouvement de solidarité globale où tout le monde aurait dit collectivement, bien sûr que nous sommes Samuel Paty, comment peut-on ne pas être Samuel Paty? C'est la moindre des choses pour tout futur enseignant puisque je formais de futurs enseignants. Au lieu de ça, on a mis le débat sous le tapis en disant, bon ben voilà, ça c'est une prise de position peut-être un petit peu clivante ou que sais-je. Donc ça, c'est le rôle du conseil étudiant. Parallèlement à ça, ma direction, elle, a mis 2 mois à accoucher d'une prise de position qui me soutenait enfin par rapport à mes détracteurs. Et ces 2 mois, ce n'est pas 2 mois où ils ont réfléchi activement à la meilleure manière de faire, c'est 2 mois où moi, j'ai dû insister lourdement en disant, mais faites quelque chose, il y a quelque chose de grave qui vient de se produire, vous devez me soutenir, vous devez me défendre, il faut qu'un message clair soit envoyé à l'ensemble de la communauté éducative pour dire que, évidemment, nous sommes Samuel Paty. Alors, je sais bien en même temps que ça ne se serait jamais produit si ça n'avait pas été moi. Je veux dire, le fond du problème, ça n'est pas que je me solidarise de Samuel Paty. Le fond du problème, c'est que par ailleurs, je milite contre l'autorisation du voile dans toute une série de lieux, enfin qui ne sont pas si nombreux en fait, hein, c'est l'école et la fonction publique, mais je sais depuis 10 ans que ça me vaut de solides inimitiés, voire des haines corses, de la part de toute une série d'individus en Belgique. Et donc, ce hashtag « Je suis Samuel Paty » a en fait uniquement été un prétexte pour ceux qui, j'ai envie de dire, qui veulent ma peau, en tout cas symboliquement, pour m'attaquer à nouveau. Et ça a été suivi d'une 2e vague encore plus virulente, où là, ça a été jusqu'à des menaces de mort, suite au fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc, qui est un organe officiel donc, de gestion de l'enseignement, en l'occurrence ici supérieur en Belgique francophone, donc Wallonie-Bruxelles Enseignement a décidé d'autoriser les signes convictionnels, donc les signes religieux, à partir de la rentrée scolaire 2022, notamment dans l'école dans laquelle je travaillais, donc notamment pour les futurs enseignants. Et donc, à ce moment-là, avant même que j'ai pu prendre la moindre position, qui était évidemment une position de regret et de condamnation de cette décision, j'ai été de nouveau la cible d'attaques tout à fait concertées. Donc, il y avait vraiment une volonté de me bâcher, hein, comme on dit en mauvais anglais, jusqu'à ce que je sois mise en incapacité de travail, parce que je dirais que le climat dans mon école était devenu totalement irrespirable, et il m'était devenu impossible de travailler dans ce lieu, avec évidemment des étudiants aussi remontés contre moi, mais aussi avec des collègues qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait et qui, pour certains, en ont déduit que c'était moi qui mettais de l'huile sur le feu. Donc voilà, donc ça c'est où j'en suis aujourd'hui. Bien. Écoutez, Nadia, le temps qui nous est imparti est en train de s'épuiser. Donc, je vous remercie en tout cas pour cette participation. Inutile de vous dire que vous avez l'entier soutien du Comité Laïcité République, hein, dont vous avez d'ailleurs été lauréate, c'était je crois en 2019 Oui, c'est ça, en 2019. Oui. Et je recommande vivement à tous les gens qui regardent cette vidéo l'achat de votre livre et la lecture de votre livre. C'est absolument passionnant et ça décrit, je crois, extrêmement bien l'évolution de la situation et des risques qu'elle comporte. Merci encore et bon courage à vous pour surmonter les difficultés que vous connaissez actuellement. Merci beaucoup à vous.